Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, nous découvrons Martial, éleveur caprin dans le Lot. Avec ses 300 chèvres, il produit du lait qu'il livre à une petite coopérative pour la fabrication du célèbre rocamadour. À mon micro, il explique le fonctionnement de sa ferme et de son métier d'éleveur laitier. Il évoque aussi ses frustrations et la pression administrative qui met à mal la liberté de son métier. Il revient sur la filière AOP Rocamadour qu'il défend ardemment. Car Martial est avant tout un défenseur de la ruralité, de l'agriculture locale et de son terroir. Mais ne deviens pas chèvre, l'épisode commence enfin. Bonjour Martial. Bonjour. Merci de m'accueillir sur ta ferme dans le Lot. Nous sommes au nord de l'Occitanie, à côté de Rocamadour et de son célèbre fromage de chèvre. Et dis-moi Martial, ne serais-tu pas un éleveur caprin par hasard ? Exactement. Donc moi, Martial Brocchi, moi je me suis installé sur la ferme en 2010 à la suite d'un parcours professionnel donc, où j'étais au lycée agricole de Figeac à la Vinadi, un BEP, un système classique, un BEP, un bac pro et un BTS Sax. J'ai grandi en fait sur la ferme familiale donc à Tégras, juste à côté de Rocamadour et de Padirac. À la suite de mon cursus professionnel, j'ai eu envie de m'installer. À la base, on était sur une exploitation où il y avait des brebis, donc agneaux fermiers du Quercy. Et j'ai eu l'envie en fait de me lancer dans l'élevage caprin, plus particulièrement dans l'AOP Rocamadour. Voilà. Pourquoi ? Disons que j'ai découvert cette filière pendant mon cursus scolaire. J'ai eu une attirance en fait par la filière, tout simplement parce que la filière Rocamadour aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui a une empreinte locale. C'est quelque chose qui est reconnu, c'est vraiment quelque chose terroir et c'est quelque chose qu'en fait on ne pourra pas délocaliser. Donc vraiment j'ai vraiment une attache particulière à ça et qui plus est, la chèvre en général me plaisait plutôt parce que c'est un comportement assez malicieux, assez curieux, donc j'avais envie un petit peu de m'orienter là-dessus. On a pu le remarquer en faisant la visite, effectivement elles sont très curieuses tes chèvres, hein. Du coup, tu expliquais que tu es né dans l'agriculture, dans l'élevage. Vu que ton père était éleveur de brebis, toi, tu es passé sur les chèvres. Pourquoi tu souhaitais être éleveur ? Mais tout simplement, comme on le disait, c'est vrai que moi, je suis né, aujourd'hui j'ai 36 ans. Donc je suis né en fait à une génération où on n'avait pas de tablette, pas d'ordinateur, très peu de télé. Donc en fait, mon terrain de jeu, c'était vraiment la ferme. J'ai grandi dans la ferme, j'ai évolué dans la ferme, c'était vraiment mon quotidien. Et j'ai toujours eu en fait cette envie viscérale de rester vraiment dans le milieu agricole. Et qui plus est, sur ma commune où aujourd'hui, c'est un petit peu chauvin peut-être, mais on a vraiment un amour propre pour son terroir. Et donc du coup, j'ai toujours su en fait que c'était ça que je voulais faire. Donc malgré les difficultés, malgré le parcours d'installation un peu compliqué, malgré tout le contexte, la météo, etc., j'ai vraiment toujours eu envie de faire ça. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis installé, j'ai vraiment aucun regret d'avoir choisi ce métier. Pourquoi tu dis que ton parcours d'installation a été compliqué ? Le parcours d'installation, c'est toujours un peu compliqué parce que quand on sort d'un cursus scolaire où en fait on est un petit peu coucouné chez papa-maman, on s'est pas trop pris en main, quand on découvre un petit peu la réalité administrative, on déchante très vite et en fait je dis un parcours d'installation compliqué, pas chaotique mais compliqué dans le sens où aujourd'hui il y a quand même un grand nombre de démarches à faire, une multitude de dossiers à monter dans tous les domaines. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un choc quand on sort d'un BTS et que on est juste simple salarié pendant quelques temps et qu'on découvre vraiment la vraie réalité de devenir entrepreneur. Ça peut faire un choc. Oui, parce qu'avant tout un agriculteur c'est un chef d'entreprise. Complètement. Aujourd'hui clairement le minimum du minimum, je dirais, c'est vrai qu'à une époque, on pouvait s'installer sans avoir trop de diplômes. Aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment de la gestion d'entreprise, je dirais même du management, quoi, parce que vraiment, il y a ce besoin d'avoir des outils aujourd'hui compétitifs et vraiment une réalité économique où il faut être vraiment tenir les choses de très près. La comptabilité, les déclarations, enfin... Il y a une partie administrative qui est quand même très très conséquente sur une exploitation aujourd'hui. Du coup, il y a une quinzaine d'années, tu as repris la ferme de ton père, mais aujourd'hui, tu ne travailles pas tout seul dessus, il me semble. Alors c'est ça, je me suis installé donc en 2010, on a créé un GAEC avec mon père.
Mon père était déjà à un âge un petit peu avancé, donc il a pris sa retraite il y a 4 ans. Alors en parallèle, j'ai eu une opportunité d'association avec un voisin, un ami que je connaissais de longue date, qui avait aujourd'hui un petit troupeau de vaches allaitantes et un petit peu de surface. Donc on s'est dit, pourquoi pas travailler ensemble. Le challenge est relevé, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille ensemble. Et donc aujourd'hui, Julien travaille avec moi sur l'exploitation. Et en fait, ça peut paraître un petit peu compliqué parce que c'est vrai qu'on n'a pas de liens familiaux, on est juste amis, mais on partage en fait les mêmes valeurs, on a les mêmes convictions au niveau agricole. Et c'est ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment les mêmes lignes directrices, on a la même vision du métier. Et voilà, je pense que aujourd'hui, c'est une bonne alchimie pour arriver à faire en gros une association réussie. Il était issu du milieu agricole? Alors c'est ça, Julien était issu du milieu agricole, il a également son père qui était agriculteur. Et voilà, il est issu du milieu agricole, mais c'est vrai que voilà, il s'est associé sur une première structure où ça n'a pas fonctionné. Et donc en parallèle, voilà, on a refait l'essai ensemble. Donc lui, il t'a rejoint sur l'aventure et il a amené avec lui son troupeau de vaches allaitantes. Ce sont des salers. Exactement, voilà, Julien bio, c'est ça. Julien est un passionné de la race salaire. Il a un troupeau de 35 vaches allaitantes. Donc, et aujourd'hui, l'atelier est conduit en agriculture biologique. Et également, toutes nos surfaces fourragères qui servent pour les bovins et également pour les chèvres sont conduites en agriculture biologique. Donc, c'est l'agriculture biologique aujourd'hui sur le végétal, ça a été... C'est pas forcément un choix, mais disons qu'aujourd'hui, moi, c'était déjà quelque chose sur lequel je travaillais, en sachant qu'aujourd'hui, je mettais plus de produits phytosanitaires sur les surfaces. Moi, je considérais que j'étais vraiment aujourd'hui dans une agriculture, on va dire, raisonnée. Je mettais vraiment au cas par cas, s'il y avait besoin d'apporter de l'azote, j'apportais de l'azote, mais en fait, j'étais pas trop loin du système bio. Donc en fait, le bio aujourd'hui, ça n'a pas été réellement un frein pour nous, parce qu'on était déjà sur des pratiques, on va dire, similaires à celles du bio. Tu es éleveur laitier aujourd'hui, donc tu fais pas de transformation à la ferme, tu fais pas de vente directe. Pourquoi ce choix ? Alors aujourd'hui, je suis éleveur laitier effectivement parce que voilà, quand j'ai démarré mon activité en 2010, que j'ai monté mon troupeau de chèvres, le premier des challenges, on va dire, comme je disais, j'étais quand même novice dans la production caprine. Donc le premier des challenges, c'était d'arriver à faire du lait. Donc je me suis dit en fait, mener tous les cordes en même temps, c'était trop compliqué pour moi. Et après, je me suis très vite rendu compte au fil du temps que fromager, c'est quand même un métier aussi différent, c'est une compétence différente. Et après, c'est posé un deuxième problème aujourd'hui, je pense que j'avais pas la fibre pour ça, c'est le commerce. Je pense que pour le commerce, pour être capable de vendre du fromage, il faut quand même faire des marchés, il faut avoir une certaine fibre. Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai pas forcément cette fibre-là. Et après, il y a aussi, il faut le dire quand même, une facilité sur le lait, c'est que je sais qu'une fois que moi, mon lait est dans le temps, qu'il est vendu. Que quand vous avez vos fromages, il faut être sûr d'avoir le marché derrière pour pouvoir les vendre. Effectivement. Bon, aujourd'hui, dans le Lot, près de 2/3 des élevages caprins ont le même fonctionnement que toi, c'est-à-dire qu'ils ont un élevage, ils produisent du lait qui ensuite est collecté pour une coopérative, et à peu près 1/3, c'est plutôt des personnes qui vont avoir un élevage avec de la vente directe et de la transformation. C'est exactement ça, voilà, au niveau de l'appellation Rocamadour, voilà, il y a 2 collèges, il y a le collège laitier et le collège fermier. Donc c'est ça, les laitiers, il y a les producteurs comme moi qui vont livrer à une structure qui ensuite va transformer le lait en Rocamadour. Et ensuite, il y a vraiment les gens qui, de leur propre lait, transforment en ferme et vont vendre leur fromage directement ensuite sur des marchés ou à des restaurants ou directement en magasin. Alors le Rocamadour, c'est quoi comme type de fromage ? Alors, le Rocamadour, c'est un fromage exclusivement de chèvre, évidemment, et bien évidemment, surtout, au lait cru. C'est un fromage au lait cru, sur un petit format, voilà, qui généralement plaît beaucoup aux enfants, d'ailleurs, un format très facile à manger. Et le Rocamadour, aujourd'hui, c'est un cahier des charges avec une alimentation des chèvres, évidemment, raisonnée. Donc, c'est-à-dire qu'on a 80% de l'alimentation qui est produite sur la zone AOP Rocamadour. On a essentiellement des fourrages, que ce soit de l'herbe ou du foin. On n'a pas de fourrage fermenté, pas d'ensilage, pas d'enrubanage. Et évidemment, une alimentation des chèvres non OGM. Juste avant de partir sur la partie fonctionnement, c'est quoi la différence avec un cabécou ? Alors, c'est une question piège, hein ? Non, il n'y a pas de question piège. Non, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Le cabécou, aujourd'hui, c'est un fromage qui peut avoir vraiment un aspect qui est totalement même similaire au niveau visuel. La différence, c'est le cahier des charges. C'est qu'aujourd'hui, un Rocamadour, quand vous mangez un Rocamadour, que vous achetez un Rocamadour, vous savez qu'il est produit dans la zone Rocamadour. Un cabécou, il peut être produit n'importe où dans la France.
Donc c'est vraiment une identité, c'est ce que je disais au début dans mon propos. Le Rocamadour, c'est vraiment une identité, un terroir et quelque chose qui est attaché vraiment à une localité. Vraiment, cet effet terroir, il est très important dans le Rocamadour. Et on voit que tu y es très attaché. Évidemment. Passons sur la partie fonctionnement de ton élevage de chèvres. Comment se déroulent les étapes sur une année ? Alors sur une année, on va partir du b.a.-ba, quoi. Dans un premier temps, il va falloir que la chèvre mette bas. Donc les mises bas, chez nous, elles se déroulent au mois de septembre. Donc la chèvre en fait met bas et là elle va démarrer en fait une lactation. Donc la lactation va se poursuivre sur 9-10 mois. Et à partir de ces 10 mois, on retarie la chèvre pour qu'elle se prépare à la mise bas suivante. Voilà. Donc en gros, c'est une lactation dure 10 mois. Alors quand on parle de retarie, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce jargon-là, donc ça signifie que finalement, elle va retomber enceinte, si on peut faire le parallèle. Donc on la met en présence d'un bouc ? C'est exactement ça, voilà. On va réintroduire les boucs à partir du mois d'avril. Et donc là aura lieu la reproduction. On fait des échographies au mois de juin pour voir vraiment que les chèvres justement soient bien gestantes. Et à partir de là, on tarie les chèvres, c'est-à-dire qu'on les met vraiment au repos pendant 2 mois pour qu'elles se refassent une petite santé. Et donc après la mise bas, tu vas garder une partie des femelles. Et qu'en est-il pour les mâles ? Alors c'est ça, donc on va garder globalement ce qu'on appelle le renouvellement, c'est-à-dire qu'on va garder une partie des femelles pour renouveler notre troupeau. Et ensuite sur les mâles, on va partir sur une phase d'engraissement, c'est-à-dire qu'ils vont être engraissés pour ensuite partir sur un circuit de boucherie. Alors c'est intéressant, on en a parlé lors de la visite, mais c'est vrai que cette partie où tu envoies du coup les petits mâles pour l'engraissement, en France, on n'a pas l'habitude de consommer de la viande de chevreau. C'est lié à quoi ? Par rapport à l'agneau, ou qu'on consomme très bien, ou au veau. Mais c'est vrai que le petit de la chèvre, on n'a pas l'habitude de le voir sur les circuits de consommation. Alors je pense que c'est vraiment culturel parce que du chevreau, il s'en est consommé à des époques. Moi j'ai souvenir gamin vraiment de voir ma grand-mère qui cuisinait du chevreau à Pâques. Donc je pense que ça s'est peut-être un petit peu perdu dans les modes de consommation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, culturellement, le chevreau, c'est pas quelque chose qui est consommé comme du porc, du bœuf ou de l'agneau. C'est moins répandu. C'est vrai que c'est pas une viande qui est très très consommée, que ce soit même au niveau local ou même au niveau national. Du coup, ils partent où les chevreaux ? C'est qui consomme cette viande-là ? Alors ça part principalement pour l'export sur des pays méditerranéens ou de la Grèce, le Portugal, où il y a une consommation qui est plus basée vraiment sur le chevreau. Tu disais que du coup, il y a une mise bas au mois de septembre. Donc ici, vous faites une lactation sur 10 mois et pendant les mois estivaux, vous faites une pause, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Nous, c'est vraiment qu'on a fait le choix de rester. On n'a pas 2 périodes de mise bas. On est vraiment sur une seule période de mise bas. On va dire c'est quand même pour une histoire aussi personnelle et on va dire pour le bien-être de l'éleveur parce qu'en fait, que ce soit moi ou mon associé, ça fait du bien aussi de s'arrêter 2 mois de l'année. Il faut savoir que la traite, c'est quand même quelque chose de très astreignant. C'est matin et soir, tous les jours. Noël, 1er de l'an, on y est tout le temps. Et ça, c'est une obligation du cahier des charges de l'AOP ? Alors, 2 traites par jour, oui, c'est effectivement une obligation du cahier des charges. Mais malgré ça, la traite, c'est quelque chose de très prenant. Donc, vraiment, cette volonté d'arrêter de traire pendant 2 mois, c'est un besoin pour moi j'ai une vie de famille à côté, j'ai des enfants. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir 2 mois de pause un petit peu sur l'élevage. Chez les autres éleveurs dans le Lot, est-ce qu'ils ont le même fonctionnement que toi ou du coup ils divisent le troupeau en 2 pour avoir 2 mises bas et une lactation continue ? Alors on a plusieurs cas de figure. Il y a des éleveurs qui sont dans le même cas que moi. Il y a des éleveurs qui ont 2 périodes de mise bas pour en fait avoir du lait toute l'année ou du fromage toute l'année. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir une période au mois de septembre, une période au mois de mars pour vraiment avoir un approvisionnement régulier tout au long de l'année. Et il y a d'autres éleveurs où ça va être l'inverse. Ils vont vraiment avoir une seule période de mise bas au mois de mars et ils vont avoir une période de tarissement donc sur la période on va dire de Noël, de fin décembre jusqu'au 15 février. Dans ton élevage, il n'y a pas d'accès extérieur pour tes chèvres, donc elles restent au niveau du bâtiment. Pourquoi ce choix-là ? Quelles sont les contraintes que tu as sur ton élevage ? Et est-ce que ce n'est pas une obligation de l'AOP d'avoir un accès extérieur pour tes chèvres ? Alors l'accès extérieur, non, c'est pas une obligation de l'AOP. Dans mon cas particulièrement, non pas accès à l'extérieur, tout simplement, c'est une histoire de morcellement du parcellaire où en fait aujourd'hui on n'a pas suffisamment de foncier autour des bâtiments pour pouvoir sortir nos animaux. Donc c'est vraiment le réel souci, il est vraiment là, c'est qu'on ne peut pas arriver à sortir nos animaux sur des surfaces fourragères équivalentes. Donc c'est vraiment le principal problème qu'on ait. L'autre souci qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on conduit nous en lot, comme on l'a vu dans le bâtiment. On a 5 lots différents, donc en fait, ça voudrait dire d'avoir 5 parcours différents pour pouvoir sortir chaque lot indépendant de la chèvrerie. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Donc en parallèle, comme je disais, nous on a une alternative, c'est-à-dire qu'on a fourrage en verre
au printemps, dès que les beaux jours arrivent au mois de mars, qu'il y a de l'herbe, on va récolter l'herbe au champ qu'on amène directement au bâtiment. Au lieu que ce soit les chèvres qui aillent directement au champ, toi tu coupes et tu leur apportes de l'herbe toute fraîche. Exactement, c'est ça. Tu m'expliquais aussi que ça peut être compliqué au niveau de la clôture pour les chèvres aussi. Et effectivement, la chèvre, ça a quand même un comportement, comme on l'a vu, très curieux et c'est toujours un petit peu fougueux. Donc c'est vrai qu'il faut avoir des clôtures vraiment très très efficaces ou alors sinon, mais clairement, il faut un berger où il faut garder les animaux pour pouvoir les surveiller, les déplacer tout au long de la journée. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et après, la chèvre, c'est un animal aujourd'hui qui supporte mal les variations de température ou les variations de temps. Donc c'est vrai que c'est quand même... on peut sortir les chèvres le matin s'il fait un temps magnifique, c'est super. Par contre, dès qu'il fait une averse, il faut se dépêcher de les rentrer et ne pas les laisser se mouiller, quoi. Et la contrainte avec toi, s'il y a un accès extérieur, il faudrait que ça soit proche de tes bâtiments pour qu'elles aient la traite le matin et le soir aussi. C'est d'où le problème, ce que je disais du parcellaire, c'est qu'en fait, nous, on ne peut pas arriver à sortir nos animaux parce qu'on a vraiment un parcellaire trop morcelé. Donc vraiment, pour la traite, c'est pas compatible. Aujourd'hui, tu as combien de mères ? Aujourd'hui, il y a 300 mères. Ça prend combien de temps la traite ? Alors la traite, aujourd'hui, c'est 1h30 matin et soir. Donc 3 heures par jour. Avec la partie nettoyage Exactement, la partie nettoyage de salle de traite, etc. Oui. Alors, une fois que le lait est collecté, il part où ? Alors, une fois que le lait est collecté, pareil, au niveau du cahier des charges du Rocamadour, on a l'obligation que le lait soit collecté en fait dans les 48 heures. Donc le lait est collecté par le laitier, en fait, nous, toutes les 4 traites, et il est transformé à Alvignac, donc une petite coopérative qui s'appelle les Fermiers du Rocamadour, où aujourd'hui, en fait, on est 6 ou 7 producteurs de lait. Et en parallèle, sur cette structure, il y a également de la collecte de fromage en ferme, donc chez les fermiers. Et donc pareil, où il y a 6 ou 7 producteurs de Rocamadour fermiers. Et donc, quel est l'intérêt pour des producteurs qui font de la transformation et de la vente directe, du coup, de venir travailler avec cette coopérative indépendante ? Mais disons que ça permet à ces producteurs-là d'avoir un circuit commercial un petit peu parallèle. Ça leur permet d'avoir leur marché, on va dire, sur la période estivale ou leur restaurant ou vraiment leur magasin. Et en parallèle, leur excès de production, ça leur permet de les passer sur un circuit commercial différent et vraiment quelque chose, en gros, une sécurité où aujourd'hui, le fermier va vendre directement à la coopérative et ensuite, c'est la coopérative qui va qui va se gérer de toute la partie logistique et commerce derrière, quoi. Donc ça leur permet de s'assurer aussi un revenu tout au long de l'année en se disant que, hors période touristique, vu qu'on est quand même sur une région qui est très touristique avec Rocamadour, ils peuvent quand même écouler leur stock. Tout à fait, tout à fait. Sur le secteur, on a aussi une grande coopérative qui est un peu plus connue, qui s'appelle Étoile du Quercy, qui a été rachetée par Lactalis il y a quelques années. Quelle est la différence entre la coopérative indépendante dans laquelle tu travailles et Lactalis, et comment les prix sont fixés chez vous ? Je ne vais pas dire qu'il y a vraiment d'écart entre les deux structures. On va dire peut-être au niveau de la taille, où c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, au niveau de la coopérative, comme je disais, on est 6 ou 7 producteurs de lait. Sur l'Étoile du Quercy, ils sont un petit peu plus nombreux. Après, au niveau du commerce, je pense qu'on a chacun nos réseaux commerciaux différents. Mais c'est vrai qu'au niveau du commerce, nous, en tant que producteurs, on n'a pas forcément la main dessus. C'est vraiment les commerciaux qui gèrent ça entre eux. Mais après, voilà, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence entre Lactalis, la coopérative ou même la fromagerie du Quercy. Chacun a ses marchés. Exactement. Donc du coup, les fromages issus de ton lait, on les retrouve où ? Alors, les fromages issus de mon lait, on peut en retrouver tout simplement, déjà si on va à la boutique, il y a une boutique à la coopérative à Alvignac, donc on peut les retrouver dans un premier temps à Alvignac. Et ensuite, on peut les retrouver un petit peu partout en France, aujourd'hui dans de la GMS, comme chez les crémiers. D'accord, donc grande surface, toutes celles qu'on connaît. Exactement. Pour pas les citer. Martial, tu as aussi des casquettes où tu es engagé, ou en tout cas tu avais un engagement auprès de l'AOP Rocamadour avec un poste au conseil d'administration. Aujourd'hui, tu m'expliquais que c'est Julien qui s'en occupe plus. Cet AOP, il est là pour protéger la filière et valoriser le terroir. Quelles sont les contraintes et les avantages pour toi de cet AOP ? Alors pour moi aujourd'hui, les contraintes, je dirais qu'il n'y en a pas énormément. Moi je vois plus d'avantages que de contraintes. L'avantage aujourd'hui, moi j'ai une petite anecdote, je me suis installé en 2010 où vraiment c'était la crise du lait de chèvre. C'est-à-dire que vraiment il y avait une surproduction qui était énorme. Dans certains départements voisins c'était une hécatombe. Et en fait, on avait des projets d'installation qui étaient bâtis avec un prix du lait, on va dire, annoncé. Et malheureusement, les laiteries n'étaient pas capables de tenir ce prix du lait-là, du fait d'une surproduction et d'une baisse de consommation de fromage de chèvre. Moi, ce que je peux dire, c'est que clairement, 2-3 ans après, la filière Rocamadour a sauvé mon installation parce qu'aujourd'hui, au niveau du Rocamadour, on n'a pas eu de variation de prix. On est resté sur des prix stables, on est resté sur des volumes vraiment qui se sont maintenus au niveau commercial. Donc aujourd'hui, je dirais vraiment le Rocamadour,
Pour un jeune qui s'installe, c'est quand même une assurance. Et comme je le disais, le Rocamadour, ça a été bâti par des producteurs à l'époque, vraiment avec cette idée d'avoir quelque chose de terroir, de local, et qui est bâti très intelligemment. Aujourd'hui, on a un cahier des charges qui peut paraître vraiment contraignant pour certaines personnes, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus une force, parce que vraiment, on est capable, enfin, moi, comme je dis, on est capable d'expliquer aux consommateurs ce qu'on fait. Et moi, comme je dis, il n'y a rien de plus satisfaisant pour un producteur ou même pour un père de famille de voir des gamins manger du Rocamadour comme ça et de raffoler de fromage comme ça. Donc c'est vraiment aujourd'hui une fierté d'être dans cette appellation, parce qu'on a vraiment quand même quelque chose qui plaît, et qui plaît, comme je dis, des petits de 3 ans jusqu'aux grands de 90 ans, quoi. Comment on différencie au niveau de l'étiquette un fromage qui va être fermier de un qui va venir d'une coopérative comme la tienne ou d'un plus grand industriel? Alors sur l'étiquette, c'est spécifié en fait. Si on achète un fromage qui vient de chez un producteur, donc qui transforme à la ferme, il y a la spécificité marquée fermier sur l'étiquette. Et ensuite, si on achète un Rocamadour fait à partir justement de mon lait, on a marqué artisanal sur l'étiquette. C'est spécifié sur l'étiquette. Après, sur chaque étiquette, souvent, c'est vrai que les gens disent j'ai mangé du Rocamadour qui vient de chez vous. Et c'est qu'en fait, sur chaque étiquette, il y a le nom de chaque ferme, de chaque producteur. Donc en fait, c'est vrai que souvent, un consommateur va manger du Rocamadour, mais il n'y a pas qu'une étiquette de Rocamadour. Il y a une multitude d'étiquettes de Rocamadour en fonction du nombre de fermes. C'est centralisé finalement. Tout à fait. À quoi ça sert d'être au conseil d'administration de l'AOP Rocamadour? Ça sert déjà à s'informer, déjà d'une part, à comprendre. Moi, quand je me suis installé, je ne connaissais pas forcément. Donc ça permet dans un premier temps de comprendre, et ça permet dans un second temps d'être acteur et de participer à l'AOP Rocamadour. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est entretenu par les producteurs. C'est les producteurs qui le font vivre. Donc c'est à nous d'être force de proposition, c'est à nous de faire évoluer le cahier des charges, c'est à nous de travailler notre communication. C'est vraiment tout un ensemble. Pour qu'une filière vive, il faut vraiment être acteur dans cette filière. Et aujourd'hui, être acteur, c'est vraiment se donner les moyens, prendre du temps de s'investir, et c'est vraiment pour tout le collectif. Tu parles d'investissement, c'est très intéressant parce que ça enchaîne avec une question que j'avais pour toi. Tu es élu à la Chambre d'agriculture du Lot, tu as été coprésident des jeunes agriculteurs du Lot, tu as arrêté en début d'année 2024. Pourquoi tous ces engagements ? Alors je pense que ça c'est vraiment une volonté personnelle, c'est l'envie déjà un petit peu de sortir de chez soi, d'aller voir autre chose. Et moi, comme je dis, que ça soit le syndicalisme ou autre chose, c'est une vraie école de la vie. C'est une vraie école de la vie dans le sens où ça permet déjà de rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas sur sa ferme. Comme je dis, quand on a un discours devant un préfet ou devant un DDT ou même devant un ministre, ça implique quand même de prendre un petit peu sur soi. Et après, même dans la facilité de parole, ça m'a aidé sur énormément de choses. Aujourd'hui, prendre la parole dans une salle devant 200 ou 300 personnes, c'est pas un problème. Mais je veux dire, voilà, c'est des choses qu'il faut... C'est une vraie école de la vie dans tous les sens du terme. Et c'est surtout un engagement collectif pour la filière et pour tout le monde. Parce que, je veux dire, le métier, aujourd'hui, il évolue, tout évolue. Mais il faut quand même le défendre, il faut être derrière. Et je veux dire, si on n'est pas partie prenante dedans, les choses elles se font, mais sans nous. Donc il faut vraiment, je pense que les jeunes, il faut qu'ils aient conscience de ça. Il faut vraiment rester acteur de notre métier et vraiment s'impliquer. Tu parles de défendre la filière. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu défends ? Alors moi, au niveau de la filière, vraiment pour parler purement du Rocamadour, moi je défends vraiment quelque chose, le local, le terroir. Je me bats là-dessus parce que vraiment, je pense qu'on a quelque chose de très fort. Une spécificité aussi qui est énorme sur le Rocamadour, c'est le lait cru. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le lait cru, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se batte pour arriver à garder. Après, voilà, moi je défendrais, on va dire, au sens plus large du terme, ce que je défends avant tout, c'est la ruralité. La ruralité, c'est la vie dans nos campagnes. Comme je disais, je suis père de famille, j'ai envie que demain il y ait encore des écoles dans nos campagnes, j'ai envie qu'on ait encore des épiceries, des commerces. Vraiment la ruralité, je pense qu'on a vraiment une carte à jouer, il faut qu'on se batte pour ça et pour que nos enfants aient envie de vivre comme nous on vit à la campagne. Les manifestations ont repris, là on est fin novembre, au moment où on enregistre cette interview. Comment tu vois l'évolution de ces manifestations? Est-ce que ça va tenir pour toi jusqu'au prochain salon de l'agriculture comme ça a été le cas de l'année dernière? Et qu'est-ce qui a changé depuis 2024, début 2024? Alors je ne sais pas si ça tiendra jusque-là, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais
Ce que je sens aujourd'hui chez la majorité des agriculteurs, c'est vraiment, bon, là, en fait, le gros souci qu'il y a eu, ça a été ce flottement, on va dire, de gouvernement où on est resté pendant de longs mois sans ministère. Ça, c'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, vraiment, le ras-le-bol qu'on peut entendre chez tout le monde, je pense que c'est le ras-le-bol vraiment administratif et le ras-le-bol vraiment au niveau de la paperasse, où aujourd'hui, on sent qu'on a vraiment un système administratif qui est vraiment très écrasant, quoi. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un ras-le-bol assez général. Après, est-ce que ça tiendra jusque-là, je ne sais pas, mais il y a quand même eu des avancées par rapport aux actions de l'an dernier. Voilà, l'agriculture a été reconnue au niveau national, ça a été reconnu, je crois, au 2e rang, au 3e rang. Donc il y a des avancées. Mais aujourd'hui, vraiment, quelque chose qui est très pesant, moi dans le métier au quotidien, si je dois vraiment à titre personnel, c'est en gros de devoir rendre des comptes systématiquement. Où aujourd'hui, on a l'impression un petit peu d'être fliqué comme des gamins, quoi. Dès qu'on fait quelque chose, de le notifier, de le justifier, de le re-argumenter. Voilà, c'est un petit peu pesant au quotidien. Et comme je dis, alors qu'on fait quelque chose où, moi, comme je dis, j'ai vraiment pas honte de ce que je fais. Je suis prêt à expliquer aux gens ce que je fais, pourquoi je le fais. Mais aujourd'hui, qu'on arrête de nous demander toujours plus de traçabilité. Je veux dire, même sur le bio, aujourd'hui, voilà, on est engagé en bio. Voilà, le bio, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même dire qu'on a quand même des audits, on a des contrôles tous les ans, on a plus de paperasse, c'est toujours un plus, en fait. Tu es engagé en bio sur la partie vache allaitante, sur tes 190 hectares. C'est ça, sur la partie fourragère et sur les vaches allaitantes. Mais derrière, c'est vrai que ça engage une traçabilité supplémentaire. Donc, en fait, c'est vrai que aujourd'hui, dès qu'on veut faire mieux, il y a toujours plus de contraintes. Donc en fait, c'est là où c'est très compliqué, c'est très pesant, quoi. Dans l'actualité, au-delà du poids administratif, on parle aussi là quasiment tous les jours du Mercosur. Alors le Mercosur, aujourd'hui, voilà, on peut avoir plusieurs avis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'échange, il en faut entre les pays, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, moi, je pense que le consommateur, il faut qu'il ait en tête que... Je pense que le consommer français, c'est très important. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que bon, le prix, c'est une chose, mais il y a des choses qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, du veau piqué aux hormones, clairement, je pense que personne n'a envie d'en manger. Après, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'échanges avec les autres pays. Nous, les premiers, je pense qu'on a besoin de soja qui viennent de l'étranger. On est content de manger du chocolat, on est content de boire du café. Donc, je veux dire, il ne faut pas bloquer tous les échanges entre les pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il a vraiment son mot à dire là-dedans. Et aujourd'hui, le manger français, on a de quoi manger en France. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'aussi nos politiques, et que ce soit au niveau national ou européen, qu'on ait vraiment une conscience de la souveraineté alimentaire, quoi. De se dire que vraiment, demain, voilà, il peut manquer de nourriture. Et aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour le faire en France. Donc, on se donne les moyens de conserver les outils qu'on a en France. Et au niveau européen, c'est pareil. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une harmonie qui se fasse. Je dis pas, d'un pays à l'autre, il y a déjà des divergences, mais aujourd'hui, au niveau européen, on est quand même plus en phase que, clairement, au niveau bovin. Je vais parler au niveau bovin. On est plus en phase au niveau européen que, clairement, avec des viandes qui vont arriver d'Argentine, quoi, ou du Brésil, clairement. Donc, en tout cas, ça revient aussi avec ce que tu partageais au début de l'ouverture vers les autres et de vouloir quand même avoir des échanges, mais pas à n'importe quel prix par rapport à l'agriculture française. Non, exactement. Je pense que l'agriculture française, il faut pas la brader. Faut dire les mots qui sont, quoi. Il faut pas brader l'agriculture française. Aujourd'hui, nous, c'est que réellement, comme on dit, on a quand même des coûts de production assez conséquents. On a de la main-d'œuvre aussi qui, aujourd'hui, coûte un petit peu cher. Mais aujourd'hui, voilà, on ne peut pas brader et on ne peut pas arriver à sortir des produits moins chers que des pays qui viennent de l'étranger. Mais aujourd'hui, il faut se dire que le consommateur, il est bien en tête qu'aujourd'hui, ce qu'on produit, nous, en France, c'est pas du tout la même chose qui est produit au Brésil ou en Argentine. Vraiment, nous, je pense qu'on a quand même une agriculture qui est qualitative, respectueuse. Donc aujourd'hui, il faut vraiment aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je pense que chaque consommateur peut le faire en se disant, bon, le consommer local, c'est une chose. Mais rien que de consommer français, c'est déjà très, très important. Qu'est-ce qui manque selon toi ? Qu'est-ce que tu aimerais voir ? Moi, ce que j'aimerais voir vraiment, c'est que, c'est toujours compliqué à dire, mais c'est qu'en fait, dans les actes d'achat, aujourd'hui, les consommateurs veulent vraiment du français, du local. Mais je pense que vraiment, au moment de l'acte d'achat, ce qui est toujours le facteur déterminant, clairement, c'est le prix. Et aujourd'hui, je pense que l'alimentation a peut-être été un petit peu reléguée à un second plan, au détriment peut-être d'autres choses, des loisirs, de plusieurs choses, mais que je comprends tout à fait aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faudrait que l'alimentation soit vraiment remise un petit peu en avant et que vraiment il y ait une sensibilisation de manger, bon, pas forcément en quantité, comme on dit, sur la viande, on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas, mais autant manger de la bonne viande moins régulièrement, mais manger du bon, quoi. Je reviens sur ta ferme. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, Martial ?
Ce que j'aime dans mon métier déjà, c'est vraiment que je suis au grand air, la liberté vraiment dans le sens où je suis pas enfermé en fait dans une pièce. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'en fait dans l'agriculture, aujourd'hui moi je me sens agronome, je me sens zootechnicien, je me sens vétérinaire, je me sens mécanicien. En fait, c'est qu'aujourd'hui on touche à tous les corps de métier. On peut faire de l'électricité, de la plomberie, on peut être vétérinaire, on peut faire exactement. Et en fait c'est cet avantage qu'il y a. Enfin, ça peut être pesant au quotidien, mais c'est qu'on touche à tous les corps de métier. Après, voilà, c'est un métier que j'adore, mais comme je dis, aujourd'hui, vraiment, c'est un métier où aujourd'hui, avec le recul maintenant, avec 15 ans d'installation, j'ai vraiment fait ce métier. Au début, c'était pour la liberté d'entreprendre. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, cette pression administrative aujourd'hui nous met un poids où vraiment, je me rends compte que la liberté est un peu mise à mal dans le métier d'agriculteur. J'enchaîne sur ma deuxième question, mais j'ai l'impression que tu y as un petit peu répondu déjà. Quelle est ta principale difficulté au quotidien ? Mais clairement, la principale difficulté, moi, c'est la pression administrative et la partie vraiment, on va dire, bureaucratique, où aujourd'hui, en fait, je suis un peu frustré quand je vois un magnifique temps comme aujourd'hui et de me dire que si j'ai des papiers à faire, il faut que je passe dans mon bureau au moins 2 heures pour faire mes papiers. C'est très frustrant aujourd'hui, en fait, de devoir vraiment quotidiennement faire du papier. Et aujourd'hui, c'est toujours cette peur de sanction, d'avoir un contrôle, d'avoir une pénalité, d'avoir un contrôle. Vraiment, c'est quelque chose qui est très, très pesant, quoi. Martial, s'il y avait un seul écho à laisser aux auditeurs qui nous écoutent, ce serait lequel ? Ça serait de leur dire aujourd'hui que l'agriculture, c'est un beau métier, que vraiment, je pense que dans leur entourage, s'ils ont des gens qui veulent s'investir dans l'agriculture, qui veulent s'installer dans l'agriculture, il faut qu'ils foncent, parce que clairement, il y aura besoin de bras dans l'agriculture. Moi, c'est un métier, j'y crois dur comme fer. Je suis sûr que demain, les gens vont toujours manger de la qualité, et nous, on est capable de faire de la qualité, donc je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Mais je pense que demain, on a vraiment besoin aussi de bras sur nos exploitations, de gens qui veulent travailler dans l'agriculture. Et aujourd'hui, l'agriculture, moi j'ai aussi un souvenir quand même que je peux évoquer maintenant, c'est que quand je vais pas dire que j'étais un très bon élève, mais j'étais quand même un élève pas si mauvais que ça. Quand je suis sorti de ma 3e au collège, on m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire, Martial vers quel lycée tu veux t'orienter ?» Et j'ai dit « Je veux faire un BEP agricole. » Et là, vraiment, j'ai un souvenir d'une enseignante qui me dit « Mais surtout pas, va faire une seconde générale, oriente-toi dans le général. L'agriculture, c'est pas pour toi, c'est pour les mauvais élèves. » Et j'ai ce souvenir en tête, et c'est de se dire aujourd'hui, l'agriculture, je pense que même au niveau de l'éducation, c'est quelque chose c'est un beau métier, c'est un métier noble comme beaucoup d'autres métiers. Donc il ne faut pas dire l'agriculture c'est un sous-métier, pas du tout. Il y a des choses à faire. Comme je le dis, il y a toutes les agricultures. C'est pas une agriculture, c'est pas mon modèle. Je pense qu'il y a chacun peut s'épanouir dans son domaine et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais voilà, il faut s'en donner les moyens et comme je dis, c'est un beau métier. Et après, si je peux dire vraiment aux consommateurs surtout, c'est consommer du local, et surtout consommer du français. Martial, je te remercie pour ton accueil, ta disponibilité et aussi de nous avoir transmis ta passion. Et je te dis à bientôt. Merci à vous. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.